Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi sur les nouveaux lundis du CEP. Donc, ce sont des webinars 100% gratuits que nous proposons depuis le début de l'activité du CEP, c'est-à-dire janvier 2020. Alors, tout au long de ce webinar, on va observer quelques règles, consignes. Bien évidemment, je prendrai le temps de répondre, je prendrai 2 temps, un en milieu d'intervention, un autre à la fin de l'intervention pour répondre à vos questions, que vous pourrez noter, notamment dans l'espace réservé à cet effet, à côté, sur votre droite. Alors, les lundis du CEP, encore une fois, ça a lieu tous les lundis, sur plein de thèmes différents. Ça concerne principalement les salariés ou les indépendants. Donc, ce sont des webinaires en ligne, 100% gratuits, qui touchent à absolument toutes les thématiques de l'évolution professionnelle, chaque semaine, et animés par des experts. Bon, je n'irai pas plus loin sur la désignation. Et bien sûr, il y a des replays qui sont disponibles sur notre site monservicecep.fr que vous pouvez consulter à l'occasion si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour terme « Je veux me reconvertir, quel dispositif ?» Donc, j'ai le plaisir de l'animer. Et moi, je suis donc Cécile Torgue, conseillère en évolution professionnelle, salariée de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, qui fait partie des 8 opérateurs alignés derrière le CIBC Alpes-Provence, porteur du projet CEP en PACA. Voilà. Le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Tout un programme. Eh bien, tout d'abord, nous sommes une mission de service public national qui a été initiée par France Compétences, instance régulatrice de toute la formation en France dépendant du ministère du Travail. Et le conseil en évolution professionnelle est né d'un constat, d'un besoin, et vient en renfort auprès de tous les salariés du droit privé et les indépendants qui souhaitent faire, à un moment donné dans leur parcours professionnel, un point sur leur situation. Alors, les principes du CEP, ils sont ceux d'un service public et à ce titre, j'ai une première bonne nouvelle, on ne vous demandera pas d'argent, on est gratuit, tout à fait. Le second principe auquel aucun conseiller en évolution professionnelle ne déroge, c'est la confidentialité. Tout ce que vous nous direz au téléphone, en webcam ou dans nos bureaux restera entre nous. Hein. Le troisième principe auquel un conseiller en évolution professionnelle est lié, c'est sa neutralité. À aucun moment donné, on va être favorable pour tel ou tel organisme. Hein, on privilégiera toujours cette neutralité. Le quatrième principe important sur lequel nous nous engageons dans le cadre du CEP, c'est notre accessibilité. On travaille effectivement auprès de salariés, vous travaillez vous-même toute la journée, donc à ce titre, il faut absolument qu'on soit accessible et on peut proposer des rendez-vous dès 8h le matin, entre midi et 2, de midi à 13h, de 13h à 14h ou le soir, 18h30, nous recevons un entretien jusqu'à 20h. Et nous avons également des permanences le samedi matin. Voilà pour notre accessibilité. Et enfin, le dernier principe auquel nous sommes tenus, je l'aime beaucoup celui-là et je vais insister un peu dessus, c'est notre impartialité. Hein. Encore une fois, pas encore une fois, enfin, je le dis systématiquement, mesdames, messieurs, vous qui êtes porteurs de projets, qui réfléchissez à vos reconversions professionnelles futures, sachez que personne, surtout pas un conseiller en évolution professionnelle, n'a le droit de regarder, de contredire vos aspirations, vos idées naissantes
vos pistes d'évolution professionnelle. Voilà. Un projet, il se construit. S'il prend une mauvaise direction, il se réajuste de lui-même, ne serait-ce que pour tenir et vous pousser par la suite dans la voie où vous l'avez voulu. Voilà un petit peu pour les principes qui animent le CEP. Le CEP, il est destiné à l'ensemble des salariés du droit privé, comme je l'expliquais, et des travailleurs indépendants. Donc, ça concerne toutes les catégories donc employés, travailleurs indépendants, mais il est destiné aussi auprès des cadres. À ce moment-là, l'opérateur en sera l'APEC. Le conseil en évolution professionnelle, il est destiné auprès des demandeurs d'emploi par le biais de Pôle emploi, mais également les jeunes de moins de 26 ans par mission locale, et enfin les personnes en situation de handicap par le biais de Cap Emploi. Voilà un petit peu toutes les instances qui sont partie prenante du CEP sur notre territoire national. Quel est l'objectif du CEP ? Eh bien, il vise de manière générale toutes les questions d'évolution professionnelle. Elles sont très larges. Elles touchent à la fois les questions d'orientation, de direction qu'on va prendre, mais aussi les aspects techniques, les financements. C'est l'évolution professionnelle au sens large du terme. Sur le CEP, on va s'attacher également aux questions de développement des compétences. C'est quoi le développement des compétences ? C'est tout simplement les nouveaux mots depuis pour la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel, qui n'évoque plus le terme formation, mais qui évoque donc le terme développement des compétences. Donc, dans le cadre du CEP, vous pourrez venir vers nous pour qu'on puisse vous aider à choisir au mieux les formations, l'évolution des compétences que vous souhaitez. On vous apprendra à choisir au sein, parmi les organismes de formation qui sont très nombreux, à travers des grilles de questionnement extrêmement rigoureuses. Le but est toujours de vous donner, de vous apprendre et de vous donner un maximum d'autonomie pour vous donner les meilleurs repères possibles qu'ils soient, justement dans ce monde qui peut paraître obscur, de la formation. Les troisièmes problématiques qui vont être traitées dans le cadre du CEP, c'est toutes les questions de reconversion ou de transition professionnelle. C'est la reconversion, c'est tout simplement je change de métier de manière radicale pour en embrasser un nouveau. Le quatrième ordre de problématiques que nous rencontrons souvent dans le cadre du CEP, c'est la reprise ou la création d'activités. On sera toujours là pour vous aider à prendre la mesure de la maturité de votre projet de création. On sera en mesure de vous outiller, de vous sensibiliser à la hauteur de vos compétences auto-entrepreneuriales, aux différents aspects auxquels il faut s'attacher pour mener votre projet de création d'activité. On sera très bon aussi pour vous rerouter sur les experts de la création, quelle que soit la région où vous êtes. J'en profite pour dire, je ne l'ai pas dit au début, vous avez compris que j'étais donc du CEP PACA, je suis basée à Marseille, mais la majorité des informations que je vais évoquer là à ce titre s'adressent à la totalité du territoire national, bien évidemment. Les cinquièmes problématiques sur lesquelles on sera souvent sollicité sur le CEP, elles concernent la certification professionnelle. Et notamment, sous cet aspect-là, on y associe la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui sont des démarches de plus en plus courantes, de plus en plus usitées. Et enfin, le sixième ordre de problématiques très souvent rencontrées dans le cadre du CEP, il s'agit de la mobilité interne ou la mobilité externe. J'entends par mobilité interne l'évolution professionnelle d'un salarié à l'intérieur de son entreprise. On sera là. Le CEP est très souvent sollicité, on demande souvent notre aide pour travailler, par exemple, la question des entretiens professionnels.
permettre à un salarié de proposer à son manager des pistes d'évolution intéressantes. On est très souvent sollicité pour la préparation de ces entretiens, hein. C'est une de nos fonctions principales d'ailleurs. Et j'entends, pour poursuivre, j'entends par mobilité externe, tout simplement permettre aux salariés d'évoluer sur une autre entreprise que la sienne actuelle. Et on va être présent notamment pour lui permettre de sonder son marché du travail, rebondir sur une société qui lui convient peut-être plus en termes de taille, en termes d'évolution, etc., etc. Voilà, vous avez là maintenant une idée de toutes les problématiques sur lesquelles nous sommes saisis dans le cadre du CEP. Voilà, alors notre offre de service, elle est large. On a tout d'abord un premier accompagnement dans notre façon de fonctionner. On commence toujours un CEP donc par un appel sur nos plateformes ou en direct. C'est possible de nous joindre aussi directement. Et on commence par un premier entretien d'1h30 au moins pour faire un point sur votre situation. Hein. Ce rendez-vous adviendra dans les 2 mois, grand maximum, après un premier contact. Ça va être un temps d'échange global sur des questions, sur des aspirations que vous avez, sur la faisabilité d'un projet. Et on va échanger comme ça dans le cadre d'une analyse de situation partagée. Et à l'issue de cet entretien, eh bien, parfois, on me dit « Madame Torgue, je vous remercie, vous avez répondu à mes questions, je vais poursuivre mes démarches, je vais poursuivre ma route seule. » Et d'autres fois, très souvent également, il nous arrive qu'au cours de l'entretien, on comprenne ensemble, le bénéficiaire et moi-même, qu'on va pouvoir travailler et ouvrir une seconde phase d'accompagnement et procéder à un accompagnement beaucoup plus poussé, hein, une guidance à distance pour soutenir la personne au mieux. Et donc, les motifs de ces accompagnements sont pluriels, à savoir notamment, par exemple, une personne qui souhaite découvrir des métiers qui pourraient lui plaire. Hein. On va travailler à ce titre dans le cadre d'inventaire métiers, de différentes choses comme ça. On peut avoir des demandes aussi sur une exploration du marché de l'emploi. Des personnes en demande de méthodes. On est très comme ça sur le CEP. On partage des outils, on partage des méthodes. Je fais un petit focus sur notre posture qui est bien particulière. Encore une fois, un CEP ne décide pas pour son bénéficiaire. En aucun cas, encore une fois, personne n'a le droit de faire les choses et de les décider à votre place. Nous, on est des médiateurs, on est des facilitateurs et notre but est vraiment de permettre à la personne de s'approprier son projet, de l'aider à prendre des décisions quand elle est face à des choix qui sont difficiles. Hein. C'est l'amener aussi à questionner sa situation pour qu'elle puisse elle-même prendre les meilleures décisions par la suite. Voilà, je fais des temps d'arrêt parce que la posture du CEP, elle est importante. On est formé en ce sens, on est professionnalisé en ce sens, et j'entends bien appliquer ces principes-là. Voilà. Alors, je reprends mon déroulé du diapositive. Outre l'exploration du marché de l'emploi, il y a aussi, on est très souvent sollicité sur l'évolution, la gestion de ma carrière, encore une fois, avec ces fameux entretiens professionnels que nous sommes très souvent amenés à préparer avec nos bénéficiaires dans le bureau, ou alors les personnes qui questionnent la reconversion professionnelle, donc qui souhaitent changer de métier. Ça peut toucher des questions de formation directement, ça peut toucher aussi la question de la valorisation de mes compétences, et là je pense encore à la VAE. Ça touche aussi, on est très souvent sollicité sur les questions de financement, ben oui, c'est pas tout de vouloir faire une formation, mais quand est-ce que je trouve le moyen de la faire? Je suis salarié, et surtout quand est-ce que je la finance? Comment je la finance? Nous sommes saisis également sur les problématiques de la démission-reconversion. Là, j'aurai le loisir, on va s'étendre dessus par la suite.
j'aurai le plaisir de vous présenter ce dispositif très récent. Nous sommes sollicités encore une fois sur la question du devenir, je deviens entrepreneur. Et ensuite, très souvent aussi, on est sollicité par des personnes qui ont besoin d'un soutien, d'un rythme, d'une forme de coaching, entre guillemets. Nous, dans notre cas, c'est plutôt une guidance à distance, mais en tout cas, voilà, des personnes qui veulent un repère comme ça dans le temps, une temporalité régulière pour mettre en œuvre leur projet. Donc, vous l'avez compris, nous sommes joignables sur notre plateforme. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous le souhaitez avec nous en contactant le 09 72 01 02 03. À très vite, j'espère. Mais on est loin d'avoir terminé. On va commencer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, la thématique du webinaire que j'anime, c'est la reconversion. C'est quoi la reconversion? C'est le fait de changer radicalement de métier ou de statut professionnel. Ça peut être une lassitude exprimée, un vieux rêve qui nous taraude depuis qu'on est enfant et qu'on souhaite réaliser, ou alors l'envie de concrétiser aussi, l'envie de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, l'envie de concrétiser et de se prouver des choses à soi. Tout ça, c'est important. Parce que une reconversion professionnelle, dans tous les cas, elle ne se fait pas n'importe comment. Et elle va demander un appui, un regard extérieur qui sera là dans la bienveillance, dans la confidentialité pour vous aider à construire ce projet de reconversion. Parce qu'une reconversion, c'est profond. Ça part effectivement d'un constat, d'une situation actuelle qui ne convient plus. Il y a un déséquilibre à un moment donné. Les choses ne vont pas comme je le souhaite. Et en même temps, à quelle situation j'aspire? Donc, le plus souvent, le plus difficile, c'est d'identifier cette situation à laquelle la personne souhaite évoluer. Donc, on est très présent sur le CEP face à ces problématiques-là, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, on a des outils, on a différentes façons de travailler pour vous permettre de choisir entre différents scénarios possibles. Je pense des outils comme le SWOT pour vous permettre de bien atteindre vos objectifs. Et on intervient très souvent pour vous aider à bien cerner cette situation future à laquelle vous aspirez. Mais ça ne s'arrête pas là. Le questionnement devient de plus en plus profond et complexe. Et dans le cadre d'une reconversion, vous n'y couperez pas. Parce que ce projet doit être solide s'il veut avoir une chance de réussir. Et quand on a répondu à la question à quelle situation j'aspire, celle qui suit immédiatement, c'est de faire un point sur sa vie. Et là, à froid, qu'est-ce qui m'empêcherait d'atteindre cette situation souhaitée? Parce que malheureusement, il y a des moments dans la vie où on est prêt pour une reconversion. Il y en a d'autres où on l'est moins. Ça vient toucher, je pense, à des questions financières, je pense à des questions de disponibilité. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'avais un bénéficiaire dans le bureau qui venait de prendre un crédit. Elle était passionnée, cette jeune femme. On a beaucoup échangé toutes les deux. Je l'ai beaucoup informée. Et je l'ai entendue me dire à la fin de l'entretien, Madame Thorne, merci, mais c'est peut-être pas le moment pour moi aujourd'hui. Elle s'est rendue compte que, financièrement, ça allait être tendu encore pour une année, qu'elle reviendrait me voir l'année prochaine. Aucun souci, ma porte est ouverte. Qu'est-ce qui pourrait empêcher encore une reconversion professionnelle? C'est peut-être tout simplement, qu'est-ce que je voulais dire par disponibilité tout à l'heure? Mes enfants, j'ai des enfants en bas âge encore aujourd'hui. Ils sont petits, ils ont besoin de leur maman ou de leur papa à plein temps. C'est une super organisation familiale à la maison. Là, pour moi, ce n'est pas le moment de réfléchir à une reconversion professionnelle, quitter ma sécurité d'emploi actuelle pour me lancer vers l'inconnu
Oula, je viens de prononcer un mot effarant, l'inconnu. Ben oui, c'est ça un peu une reconversion professionnelle. C'est se lever et marcher un peu vers une inconnue. Hein, donc, on en revient à cette question de frein. Donc, est-ce que mon projet de vie aussi... Alors, qu'est-ce que ça veut dire un projet de vie qui est cohérent avec mon désir de changement? Voilà, moi j'ai des personnes très souvent qui viennent me voir pour une reconversion professionnelle et qui me disent dans le bureau, ben en fait, Madame Tom, moi je veux quitter Marseille, je veux élever mes enfants à la campagne. Pour moi, je deviendrai boulanger, oui, c'est clair. Hein. Par exemple, ce monsieur, il était cadre dans un bureau d'études, ingénieur. Son rêve était de devenir boulanger. Donc, on a travaillé dans le cadre du CEP. Il a fait, grâce à nous, beaucoup de PMSMP, de périodes de mise en situation professionnelle. Donc, à chaque stage, on faisait un point ensemble sur son ressenti, son vécu du stage, les échanges positifs entretenus avec le tuteur, etc., etc. Et ce monsieur a mis fin à notre accompagnement parce qu'il m'a dit très simplement, Madame Torque, pour le moment, ce projet adviendra lorsque je déménagerai, je m'établirai à la campagne. Aujourd'hui, mes enfants sont trop petits. Merci de m'avoir accompagné jusque-là pour clarifier mon projet. Je veux toujours devenir boulanger. Je diffère mon projet d'1 an. Voilà. Hein, donc, ce monsieur va faire en sorte que son projet professionnel colle à son projet de vie, à savoir ce déménagement à la campagne pour élever ses enfants. Et puis, une fois qu'on a analysé toutes ces questions profondes hein, qui vont constituer les fondements du projet de reconversion professionnelle, il s'agit de valoriser, d'avoir conscience de ses compétences, parce que ça, c'est quelque chose aussi. Nous, CEP, on est très souvent confrontés à ça, des personnes qui ne sont pas du tout conscientes de l'ensemble de leurs compétences, et vous en avez plein. Le plus difficile, c'est de mettre un mot dessus. Encore une fois, l'importance d'être accompagné quand il s'agit de s'entendre verbaliser des choses, hein, d'échanger, d'obtenir une aide pour repérer les atouts. Hein, les atouts que vous avez tous nombreux, juste qu'ils ne sont pas encore conscientisés. Alors, une fois qu'on a répondu hein, à ces interrogations préalables, ben, on rentre de manière beaucoup plus profonde dans ces atouts. Ces atouts, c'est donc vos compétences, vos motivations, vos aptitudes et vos valeurs. Alors, valeur, c'est peut-être un mot dont vous n'avez pas vraiment entendu parler, ou peut-être dont on parle moins aujourd'hui. Moi, je suis un peu de la vieille école, mais les valeurs de quelqu'un au sein d'un environnement professionnel, si elles ne sont pas respectées, ça veut dire qu'il y a à un moment donné conflit de valeurs, et s'il y a conflit de valeurs, il y a souffrance au travail. Hein, donc, encore une fois, la nécessité de se connaître quand on s'engage dans un projet de reconversion professionnelle. Savoir quelles sont ces valeurs, qu'est-ce qui est sacré pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, ce à quoi je tiens. Le second rang, c'est des aptitudes, ça c'est plus dans le cadre d'évaluation psychométrique, ce qu'on ne fait pas sur le CEP, mais que vous faites par contre très fréquemment dans le cadre de bilan de compétences. Hein, l'important, c'est de faire le point sur vos motivations. Là aussi, parce qu'elles vont être le moteur. Hein, c'est dans quel but? Pourquoi je fais tout ça? Pour être un exemple pour mes enfants, pourquoi j'aspire à devenir boulanger? Voilà, aspirer à une vie sereine, retrouver du sens dans mon travail, une symbolique, quelque chose qui me fasse lever tous les matins, etc., etc. Hein, donc, voilà un petit peu sur ce qui constitue les atouts d'une personne, et je les constate très nombreuses auprès de tous les salariés qui viennent me voir et avec lesquels
avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger. Et une fois que ces points sont faits, donc sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur votre projet de vie, vos atouts, etc., il s'agit de prendre en compte, jusqu'ici on s'est attaché à des dimensions intrinsèques, des dimensions qui vous appartiennent, qui sont liées à votre personne. Et il s'agit maintenant, à ce stade-là de la réflexion de reconversion professionnelle, de sortir un peu le nez de ses épaules, de sortir la tête du guidon et d'attacher de l'importance à votre environnement. Notamment, commencer à se poser la question, mais ok, j'ai envie de changer, je sais à peu près où sont mes compétences, quel projet de vie, ce à quoi je veux que ma vie ressemble plus tard, mais c'est pas tout. Quels sont les métiers porteurs, par exemple? C'est que je ne vais pas faire tout ce travail de reconversion pour me rendre compte qu'à la fin, je n'aurai pas d'emploi sur le nouveau métier que j'aurais choisi. Ce serait le comble. Puis il s'agit également de vérifier un métier porteur où il y a des débouchés, ok, un métier où je vais rencontrer des professionnels et qui vont me parler de la réalité du métier. Là encore, ça c'est l'avis d'une professionnelle. J'ai toujours un mal fou. Je suis trop humble pour me qualifier d'experte, mais c'est quelque chose qui se vérifie systématiquement par rapport à la reconversion professionnelle. La meilleure façon, mesdames, messieurs, si la reconversion professionnelle vous tente, la meilleure façon d'obtenir des infos fiables sur un futur métier qui vous alerte, qui vous interpelle, sur lequel votre curiosité s'éveille, à ce moment-là, rencontrez des professionnels. Vous seriez surpris, finalement, ça paraît intimidant comme ça de rencontrer quelqu'un, de lui poser des questions sur son activité quotidienne professionnelle, sur les avantages, les satisfactions de son métier, sur son salaire, les fourchettes de salaire, les conditions de travail, etc. Mais vous seriez surprise de la facilité avec laquelle de nombreuses personnes vous répondraient. Parce qu'effectivement, c'est toujours assez flatteur de parler de son métier, de sentir que quelqu'un s'intéresse à ce qu'on fait. Bien évidemment, il faut le temps, le moment, les mots. Mais voilà, ça se fait aussi assez facilement. Tiens, madame, monsieur, par exemple sur LinkedIn, j'ai pas mal de bénéficiaires qui chassent sur LinkedIn. On essaie une première fois ensemble, ensuite ils prennent l'habitude. Et très poliment, très gentiment, ils se présentent à des personnes qui exercent un métier qui les intéresse. Et puis, écoutez, voilà, votre métier m'intéresse. Je sais que vous êtes très occupé, mais si un jour vous aviez un quart d'heure à m'accorder au téléphone, écoutez, ce sera avec grand plaisir que je prendrai des notes, ou alors permettez-moi de vous inviter boire un café, etc., etc. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de mes bénéficiaires qui utilisent qui avec une grande courtoisie arrivent à obtenir des petits entretiens qui sont très intéressants. Et quand on a facilité ces rencontres avec les professionnels, quand on a obtenu des rencontres avec des professionnels, qu'on commence à avoir une idée assez précise du métier qui nous intéresse par la suite, eh bien sachez que sur le CEP, je le redis, nous sommes prescripteurs de PMSMP. Nous éditons des conventions de stage qui vous couvrent, qui, en toute légalité, vous couvrent en cas d'accident, en cas de souci, en cas de non-effectuation du stage, etc., etc. Et ces petits temps, alors, quand on est salarié, il n'y a pas d'autre biais que de poser des congés. Bon, mais en général, par exemple, mes bénéficiaires s'arrangent toujours pour poser 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou parfois, ils ont envie d'une PMSMP plus longue. À ce moment-là, ils vont poser 1 semaine de congé, mais même sur 1 à 2 journées d'observation, on obtient des choses extrêmement enrichissantes.
Là, j'ai vécu une PMSMP récente avec un développeur web qui a reçu un accueil, mais vraiment, je remercie encore cette société de l'avoir reçu de cette manière, parce que ça a vraiment été très, très riche pour lui. Et c'est notre pierre d'angle à tout son projet professionnel de reconversion, justement, sur le métier de développeur web. Voilà un petit peu, je viens de vous présenter dans les grandes lignes les grandes questions qu'il faut se poser pour une reconversion professionnelle. En aucun cas, les plus aguerris auront reconnu le questionnement classique qui est posé en bilan de compétences. Et là, j'attire votre attention. En aucun cas, le CEP ne doit être confondu avec la prestation du bilan de compétences, qui est la mesure d'orientation phare, qui comporte, suite à un décret officiel, 24 heures d'accompagnement, dont au moins 15 à 16 heures de face-à-face, 8 heures d'autonomie et de recherche personnelle. Nous, sur le CEP, nous ne pourrons jamais être les concurrents du bilan de compétences. Nous aurons toujours beaucoup moins d'heures à vous proposer d'accompagnement. Et encore une fois, notre axe de travail, c'est la médiation, la facilitation, l'aide à la décision. Sur lequel on sera très vigilant et très partie prenante. Mais vous l'avez compris, vous serez en autonomie. Notre but sera de vous autonomiser le plus possible. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter. Là, ça fait un moment que je papote. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre d'ores et déjà? J'en vois aucune de mon côté pour le moment. Pas pour l'instant, je te confirme. Ben écoutez, je vais être moins précise à ce moment-là. Donc, on continue. Alors, je vais m'attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet et on va s'attacher. Cécile. Ah, ça y est. Voilà, il suffit que tu demandes pour que ça arrive. Mais c'est magnifique. Mais oui, alors, Madame Rabi, on va peut-être s'appeler par nos prénoms. Moi, c'est Cécile, donc c'est Sophie. C'est plus convivial, c'est plus sympathique, surtout en visio. Combien de temps dure un bilan de compétences? Décret du 28 décembre 2018, le bilan de compétences dure 24 heures. Obligatoirement. S'il y a moins, s'il y en a 23, ce n'est pas un bilan de compétences. S'il y en a 25, ce n'est pas un bilan de compétences non plus. Alors, il dure à peu près de 2 à 3 mois. Je pense qu'il n'y a pas de durée officielle précisée dans le décret. Le bilan de compétences dure de 2 à 3 mois. Ça peut être plus long. Après, tout dépend selon les rendez-vous calés. Si la personne a eu, par exemple, une petite intervention chirurgicale ou des choses comme ça qu'il a fallu décaler. Mais moi, je préconise 2 à 3 mois un bilan. Au-delà, c'est long. C'est trop long. Il y a quelque chose qui se dissout. Je pense qu'on perd en énergie, on perd en résultats. N'oubliez pas qu'un bilan de compétences, ça demande beaucoup d'énergie aux bénéficiaires. Ça va vous demander beaucoup d'investissement. Et surtout, l'erreur avec le bilan de compétences, c'est d'attendre de son conseiller bilan qu'il ait la solution et le remède miracle, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Lui, il sera en mesure de vous apporter beaucoup de réflexion, beaucoup d'aide à la connaissance que vous avez de vous-même grâce aux outils psychométriques, par exemple, les questionnaires, les inventaires métiers, les questionnaires d'auto-évaluation, etc., etc. Tout ça, c'est très intéressant. Mais voilà, n'oubliez pas que voilà, j'avais juste une pensée solidaire aux conseillers bilan qui sont très souvent mis à mal et à qui on reproche parfois voilà, de ne pas avoir eu de résultats concrets. Si je peux me permettre un petit complément, Cécile, Bien sûr.
avec la modularisation en fait, des bilans de compétences, vous allez avoir la possibilité parfois d'avoir des bilans qui sont inférieurs à 24 heures. Mais c'est quelque chose que vous allez en fait identifier dès le départ avec l'organisme de bilan qui va vous faire un premier entretien qui est gratuit d'ailleurs en l'occurrence et qui permet de faire une analyse justement de partager de la situation et de voir quelle est la formule, on va dire bilan, qui peut être la plus adaptée en fonction de votre besoin. Voilà, donc ça dépend bien évidemment des organismes que vous serez amené à solliciter. Merci Carole pour l'histoire de la modularisation, effectivement, qui est un schéma qui ne rentrait pas dans mon principe du bilan de base. Alors, est-ce que j'ai répondu aux questions? Il n'y en a plus d'autres? On peut continuer? Ça va aller? Parfait. Alors, le compte personnel de formation, c'est le premier dispositif de financement ou source de financement qui peut permettre de mettre en œuvre une reconversion professionnelle. Alors, petit rappel sur ce qu'est le compte personnel de formation. Il a été institué à partir de 2015, date à laquelle tous les salariés du droit privé et les travailleurs indépendants, ça a été à partir du 1er janvier 2018, un peu plus tard. Toutes ces personnes se voient attribuer la somme de 500 € par an, qui tombe à peu près sur le premier semestre de l'année suivante, par rapport à l'année pleinement travaillée précédente. Alors, 500 € par an pour les salariés du droit privé, 800 € pour les personnes en situation de handicap ou les personnes non diplômées. Donc, pour les travailleurs non salariés indépendants, donc 500 € effectivement par an. Et pour les agents publics, ceux-ci cumulent des heures, à savoir 25 heures par an pour un agent à temps partiel, 50 heures par an pour des agents de la catégorie C. Alors, le plafond maximum, ce sera 5 000 €. Le compte personnel de formation a été pensé, réfléchi, de manière à ce que les salariés puissent se former le plus souvent possible, en toute autonomie, selon leur propre choix d'évolution professionnelle. Le compte personnel de formation, c'est probablement la mesure phare de la profonde réforme qui a eu lieu en 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ça peut donc, vous me direz, avec 5 000 €, quand des formations de boulanger, par exemple, je reprends le cas de mon CAP boulanger qui avoisine les 6 000 à 7 000 €, 5 000 €, c'est peu. Ça paraît peu, effectivement, peut-être que pour ces formations-là, il y aura d'autres dispositifs qui seront plus adaptés. Mais avec son CPF, par exemple, moi j'ai beaucoup de... Pour vous donner des exemples, le marché de l'informatique, qui est très porteur aujourd'hui, j'ai beaucoup de bénéficiaires qui, par exemple, en parallèle à leur emploi, se financent via des bootcamps. Qu'est-ce que c'est les bootcamps? Ce sont ces écoles de formation informatique ou numérique qui permettent à des pseudo-développeurs web de se former et de s'approprier différentes technologies, différents langages informatiques, comme le React, l'Angular, des choses comme ça. Et par exemple, mes bénéficiaires vont choisir des bootcamps. Alors, il y en a beaucoup. Là, on est sur Marseille, mais il y en a dans toute la France. Donc, ça peut être des bootcamps en présentiel. Certains vont y aller une journée par semaine en s'arrangeant avec leur employeur. D'autres vont y aller, d'autres vont opter pour la solution en distanciel le soir, avec des organismes, différents organismes de formation, mais je ne vais pas les citer, encore une fois, neutralité. Voilà. Avec le compte personnel, ce que je veux que vous reteniez de ce diapo, c'est qu'avec le compte personnel de formation, il est quand même possible d'entamer une démarche de reconversion professionnelle à moindre coût. Voilà.
de valider un module de formation ou de, encore une fois, suivre une formation en cours du soir, à distance chez soi. C'est le premier schéma, le plus simple, le plus facile, le plus rapide. Mais il y en a un second, celui justement qui va permettre à des formations, par exemple, vous vous souvenez, mon CAP boulanger tout à l'heure, qui fait à peu près 6 000, 7 000 euros, de prendre en charge des formations, des coûts de formation beaucoup plus conséquents et qui vont engager le salarié sur des temps, des formations sur le temps de travail. Et là, un choix devra être fait. Effectivement, un salarié, je vais parler par des cas concrets, je vais parler par des exemples très simples. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu? Tiens, voilà, j'ai une dame qui veut devenir toiletteuse canin. C'est son rêve, elle est agence, elle travaille au sein d'une agence bancaire depuis 20 ans, elle est salariée, droit privé, et un jour elle vient me voir, Madame Torg, voilà, je rêve de passer mon CAP toiletteur canin. Je rêve de monter ma société à domicile, chez moi. Je suis passionnée par les animaux, j'adore ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, à ce moment-là, on regarde le CAP toiletteur canin. Hein, c'est un cursus à part entière qui s'effectue sur le temps de travail, 6 000, 7 000 euros hein, au niveau du coût, je le répète. C'est long. Elle ne peut pas faire cette formation à la fois en travaillant au sein de l'agence bancaire pour laquelle elle travaille et suivre cette formation. Il va falloir faire un choix. Et à ce moment-là, il existe un dispositif probablement le plus sécurisant aujourd'hui qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Ça vous dit quelque chose, le FONGECIF? On les appelle plus comme ça aujourd'hui, on les appelle des transitions pro. Alors, il y en a un dans chaque région de France. Hein. Penchez-vous un peu sur la question si certains d'entre vous sont intéressés. Nous, en PACA, il s'appelle Transition Pro PACA, tout simplement. Donc, il y a Transition Pro Île-de-France, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Donc, en fait, il s'agit tout simplement de repérer, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il s'agit de repérer une formation qui ne dépassera pas 1 an à peu près, et qui sera surtout certifiante, c'est-à-dire inscrite au répertoire des certifications professionnelles, le RNCP. Donc, une fois que tous ces critères ont été établis, j'allais oublier un très important, le centre de formation devra être estampillé Calliope, qui est le dernier label qualité exigé par France Compétences aujourd'hui. Donc, une fois que toutes ces mesures, toutes ces indications ont été vérifiées, la personne va travailler, va pouvoir présenter son dossier de formation dans le cadre d'une prise en charge financière. Elle va présenter ce dossier auprès d'un jury. Et la première chose que ce jury va regarder, ça va être la manière dont le projet de reconversion professionnelle aura été travaillé. C'est-à-dire le niveau de réalisme, le niveau de profondeur, de questionnement, d'adéquation avec le projet de vie. Si ce projet correspond bien aux atouts de la personne. Tiens, vous vous souvenez du schéma précédent? Elle est là, la reconversion professionnelle. Hein. Et donc, le salarié va pouvoir écrire, présenter ce projet. La commission va vérifier donc la profondeur, le réalisme de ce projet. Et en fonction, selon des ordres de priorité nationales aussi, hein, par rapport aux exigences d'un territoire, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui seront prises en compte, mais très souvent, on a la satisfaction de voir nos dossiers de demande PTP acceptés. Alors, ce n'est pas systématique, hein. Il y a différents quotas, ça varie selon les périodes. Parfois, c'est 1 sur 2, des périodes plus difficiles, c'est 1 dossier sur 3.
bref, c'est fluctuant, hein. Nous, en tout cas, CEP, nous n'avons aucun lien avec Transition Pro. Avec les Transitions Pro, nous n'avons absolument aucune lisibilité. Donc, notre rôle à nous va être de soutenir le salarié éligible en CDI, CDD, intermittent, intérimaire, à construire, nous allons co-construire avec lui son projet professionnel de reconversion, identifier la formation, prendre le temps de bien la choisir en la comparant avec plein d'autres centres de formation et nous aiderons donc la personne à présenter ce dossier. Si le dossier est accepté, l'intégralité du CPF de la personne sera intégrée. Hein. Transition Propaca viendra compléter les coûts pédagogiques. Par exemple, une personne qui a 2 000 € pour un CAP boulanger, Transition Pro va prendre le CPF de 2 000 € et mettra les 5 000 restants pour atteindre la totalité des coûts pédagogiques de 7 000. Et ensuite, si la commission a accepté encore une fois, non seulement il y aura prise en charge des coûts pédagogiques, mais en plus, la personne, chaque mois, percevra une rémunération. Très important. Voilà un petit peu en ce qui concerne le projet de transition professionnelle. Voici le deuxième dispositif très sollicité sur lequel on intervient régulièrement sur le CEP, qui est le dispositif d'émission pour reconversion. Donc ça, c'est un tout nouveau bébé, né en janvier 2020, lancé en janvier 2020, toujours à l'issue pour la loi de la liberté, de choisir son avenir professionnel. Et ce dispositif est né d'un constat, d'une demande. On s'est rendu compte qu'effectivement, beaucoup de salariés compétents n'avaient plus les perspectives d'évolution souhaitées ou n'avaient pas de perspectives d'évolution souhaitées au sein de leur entreprise. Et ces personnes-là aspiraient à carrément changer de métier. Elles avaient le sentiment d'avoir fait le tour un petit peu du problème ou alors de créer leur activité, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour couronner un ensemble de compétences accumulées sur toute une carrière. Et donc, ces personnes, pour peu qu'elles sollicitent le CEP, qu'elles présentent leur projet de reconversion, qu'elles travaillent leur projet de reconversion avec un CEP qui va certifier ce projet. Ce projet, avec le CEP, la personne va le transmettre à une commission qui va décider si, oui ou non, le projet revêt le caractère réel et sérieux. Tels sont les dispositifs de la loi. Donc, si le projet est analysé comme comportant le caractère réel et sérieux qui lui convient, à ce moment-là, la commission va donner son accord pour que la personne puisse démissionner grâce à l'attestation du caractère réel et sérieux de son projet, et ensuite percevoir les allocations chômage. Attention, ce dispositif va vous conduire à un changement de statut. Il faut y être éligible, c'est-à-dire attesté de 5 années d'activité en continu, j'insiste, 5 années d'activité en continu. Hein. Il faut être en CDI à temps complet ou partiel. L'employeur doit relever du secteur privé. Toutes les formations sont prises en compte. Hein. Tous les projets de formation qui vont conduire à une reconversion sont prises en compte. Elles peuvent être certifiantes, inscrites au RNCP, celles-ci ou non, peu importe. Et enfin, ou tous les projets de création d'entreprise aussi, bien sûr, hein, qui rentrent dans le cadre de ce dispositif. Il ne faut pas avoir démissionné avant la saisine du CEP. S'il vous plaît, faites attention, ne démissionnez pas avant d'avoir obtenu l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet, parce que sinon, vous n'aurez jamais droit aux allocations chômage, malheureusement. Et il ne faut pas avoir démarré la formation aussi, hein, avant de commencer ce process
reconversion d'émission et ne pas avoir créé son entreprise également. Hein, donc, je répète, le PTP qu'on a vu précédemment est un dispositif où la personne est salariée, reste salariée pendant toute la durée de sa formation sur son temps de travail, perçoit un salaire durant son temps de travail et aura obtenu l'autorisation de son employeur, bien sûr. Hein, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais ça, c'est important. Et donc, le PTP, à l'issue de la formation, la personne est toujours salariée et a suivi, a validé, on l'espère pour elle, sa formation en décrochant le diplôme, mais elle est toujours salariée de sa société. Le dispositif reconversion d'émission, non. Il y a un changement de statut. La personne passe du statut salarié au statut de demandeur d'emploi. Donc, tout le but de la saisine du CEP, c'est de travailler avec vous ce projet, de le certifier et de le présenter à la commission en lui disant le projet a été certifié avec nous, on vous le soumet à votre analyse, à votre jugement, et dans ces cas-là, la commission, si elle est OK, va valider le projet. Hein, mais en aucun cas, ça va ne déboucher sur des financements de formation. La personne n'aura toujours que son CPF et peut-être l'aide de Pôle emploi qui deviendra alors son interlocuteur. Voilà un petit peu. J'en ai terminé avec ces deux dispositifs. Ah, j'ai une nouvelle question. Pour Lauriane, est-ce que la période en alternance compte dans les 5 ans d'activité continue? Oui, c'est un contrat. C'est un contrat d'apprentissage, donc c'est pris en compte. J'ai un petit doute face à… Alors, excusez-moi, parce qu'entre la pratique, nos quotidiens, j'ai un petit doute. Lauriane, je vais revenir vers vous, je vous préciserai. Hein, est-ce que vous pourriez m'indiquer votre adresse mail ou pour les autres, si j'ai 2 minutes à la fin du webinaire, je vous trouve la réponse, je vous confirme. Mais comme je suis sollicitée constamment sur le vif, excusez-moi, j'ai un petit doute. On manipule tellement d'informations sur lesquelles on doit être précis. Je vous demande de m'excuser. On y va. Le conseil en évolution professionnelle dans tout ça, j'en ai beaucoup parlé. Vous avez compris que, et pour le PTP, et pour le dispositif des missionnaires, on était partie prenante. Dans le premier, on n'est pas obligatoire, mais on est vivement recommandé. Et dans le second, on est en tout cas, on doit être saisi obligatoirement pour vous soutenir dans la certification de votre projet professionnel. Voilà. Alors, pour prendre rendez-vous concrètement, si ce webinaire vous a inspiré, si il y a des envies de concrétisation de votre conversion professionnelle aujourd'hui, sachez que vous pouvez encore une fois nous joindre au 09 72 01 02 03 donc par téléphone via notre plateforme directement ou alors par notre site internet sur monservicecep.fr. Voilà, donc et vous pourrez retrouver un replay de ce webinaire, donc toujours sur notre site monservicecep.fr. Voilà, j'en ai terminé pour les questions. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vais essayer. Carole, j'ai essayé de regarder, mais tu as bien fait de demander le mail de cette dame. On va regarder ça tranquillement et puis on va lui apporter une réponse. Voilà. Je m'excuse, c'est des choses que j'ai su par cœur, mais au bout d'un moment, quand on est sollicité comme ça et que… Voilà, désolée. Vous pourriez me communiquer votre mail, madame, s'il vous plaît? Je dois envoyer la mienne. Oui, si possible. Ou le plus simple, je vais vous communiquer la mienne, si vous préférez. Il n'y a aucun souci. Je vais vous la donner.
Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je me fais un plaisir de vous répondre. Donc, il n'y a plus d'autres nouvelles questions à ce jour? Non, pas à ma connaissance. Très bien. Est-ce que certains d'entre vous se sentent un petit peu plus éclairés, un petit peu plus aguerris pour se lancer dans un projet de reconversion professionnelle? Alors, tu as déjà, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais tu as quand même des personnes qui, dans le chat, voilà, ont considéré que c'était très instructif, que c'était très utile. Super, j'en suis ravie. Voilà, petit à petit, les gens te disent merci. Donc, oui, ça donne pas mal de pistes. Ok. Donc, je pense qu'on peut se quitter là s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, s'il y a lieu. Voilà. Allez, ok, on fait comme ça. Eh bien, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une belle réflexion et le meilleur pour la suite. Au revoir. Au revoir.